Bonjour à tous, nous sommes ce matin à Saint-Rémy-de-Provence, en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez vu le caniveau à l'ancienne, dans ces ruelles à l'ancienne, qui passe au milieu de la rue. On voit plus guère ça aujourd'hui. Alors on est dans une ambiance très provençale et on va faire une cuisine provençale avec un chef étoilé, Glenn Viel, qui vient nous préparer une laitue sous pression. Voilà. Vous en saurez plus tout à l'heure. Il y a vraiment que la laitue qui est sous pression, parce que nous, on se la coule douce ici avec nos chroniqueuses Hélène et Louisa. Louisa, notre spécialiste du patrimoine, est ce matin en visite dans un des plus beaux villages de France. Il est classé un des plus beaux villages de France. C'est les Baux-de-Provence. Un rêve. Bonjour Louisa. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Perchés au cœur des Alpilles, traversés par de petites ruelles sinueuses, les Baux-de-Provence est l'un des plus beaux villages de France et je peux vous dire qu'il porte très bien son nom. On a le gris blanc de la roche, le vert de la végétation, le bleu du ciel et puis des habitations incroyables, parfaitement bien préservées, des siècles d'histoire et je suis vraiment ravie de vous faire découvrir ce village. Alors, à tout à l'heure. Merci Louisa, à tout à l'heure. Hélène Gâteau, de son côté, eh bien, c'est en Dame Nature qu'elle nous présente aujourd'hui un fabuleux jardin dans le beau village des Galières. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors ce matin, je suis à une quinzaine de kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence, dans un jardin aux 1000 splendeurs et senteurs. Ici, on cultive des fruits, des fleurs et des plantes aux vertus médicinales. Et c'est le fruit d'un travail de si longues années pour avoir ce résultat extraordinaire. On découvre ensemble l'histoire de ce lieu et les vertus de nombreuses plantes. À tout de suite. Merci Hélène, on se retrouve évidemment dans l'émission. L'invité de cette émission Midi en France ce matin, c'est Jean Bosc. Jean Bosc, c'est un architecte de Saint-Rémy, un Saint-Rémois. Et on peut dire qu'il a participé à la construction de nombreux masses et belles propriétés ici. Il nous en parlera dans l'émission. On retrouvera également notre camarade Frédéric Soulier de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et lui, c'est un édifice à lui tout seul en Provence. Merci Vincent, oui, un édifice en restauration permanente. Alors en attendant, nous sommes à cette semaine à Saint-Rémy-de-Provence, une ville du parc naturel régional des Alpilles qui bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an. Une ville parmi les plus anciennes de France, déjà habitée 600 ans avant notre ère. C'est la terre de prédilection de Vincent van Gogh. Il peindra quelques-unes de ses plus belles toiles connues dans le monde entier, ici à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Portrait de Frédéric Soulier dans la brume, par Vincent van Gogh. Salut Fred, ça va? Oui, Vincent Ferniaud. Bonjour Glenn Viel qui est avec nous. Bonjour. Ça va chef? Impeccable, tout va bien. Alors merci. voilà, un beau chef, un grand chef installé ici dans la région, après être passé en montagne, mais breton d'origine. Breton d'origine. Et on renie pas sa Bretagne, Non, même quand sûrement on est en pas. Provence. Non, non. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, chef? Aujourd'hui, on va faire un cœur de laitue sous pression avec des condiments du sud, avec des tomates confites, des citrons, du basilic et un petit crémeux. Enfin, je vous expliquerai ça en détail. Voilà, l'avantage d'avoir des grands chefs étoilés, c'est qu'ils apportent des solutions de préparation qu'on ne connaît pas. Alors là, la laitue sous pression, je n'avais jamais entendu parler. L'idée, c'est quoi, en fait, de ne pas la L'idée, cuire, hein? Exactement, c'est donner l'impression qu'elle est cuite sans qu'elle le Sans soit. qu'elle soit. C'est Ça, pas c'est fort, fort. ça? Ça, c'est fort. On va tout de suite retrouver nos chroniqueuses qui sont sur le terrain, à commencer par Louisa Houd, notre spécialiste du tourisme, qui se trouve à quelques kilomètres là-bas, en remontant pas loin de Saint-Rémy, dans un des villages classés parmi les plus beaux villages de France. J'ai dit beau? C'est beau, c'est les Baux-de-Provence, Louisa. Tout à fait Vincent, les Baux-de-Provence, c'est une rue principale, 22 habitants et 1,5 million de visiteurs à l'année. C'est aussi et surtout des millénaires d'histoire, une cité de caractère au charme ravageur qui en fait l'un des plus beaux villages de France. Et je retrouve Cyril pour en savoir un peu plus. Bonjour Cyril. Bonjour Lisa. Alors, d'où vient le beau de Baux-de-Provence? Cela viendrait tout simplement de Baoux, qui veut dire éperon rocheux, qui tombe bien puisque nous sommes sur un récif qui domine la plaine. Et on a une vue exceptionnelle sur toute cette plaine. Alors, le blason des Baux-de-Provence, c'est une étoile à 16 raies. Pourquoi? Tout simplement parce que Balthazar, après la naissance du Christ, a poursuivi son voyage, guidé par cette étoile, et celle-ci l'a guidé au Beau. Et c'est comme ça qu'est née la plus importante famille aristocratique de Provence, la famille des Beaux. C'est une tradition qu'on célèbre encore ici au Beau le soir de Noël. Alors un peu partout, ici on a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Il y a des bâtisses sublimes, des hôtels particuliers du 16e, 17e, 18e siècle. Comment ça se fait et d'où viennent tous ces beaux monuments ? On a eu la chance d'avoir une renaissance très riche qui nous a offert 22 monuments, encore aujourd'hui très bien conservés, dont l'hôtel de Briand, l'hôtel de Porcelet et l'hôtel de Manville, et qui sont des joyaux dont apprécie bien sûr tout l'ensemble du tourisme. Il y a une silhouette qu'on reconnaît au loin ici, c'est le château des Baux-de-Provence. Oui, une très belle construction militaire qui s'étend du XIIIe au XVIe siècle et qui aujourd'hui offre un parcours exceptionnel pour bien sûr tous les touristes qui viennent au Baux-de-Provence.
Alors, vous avez une histoire particulière, vous êtes originaire d'ici, vos parents, vos arrière-grands-parents sont nés ici au Beau, et aujourd'hui vous êtes le conservateur du village. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le passeur de la mémoire et de l'histoire de ce village? De faire partie de ces illustres familles qui participent à la conservation du site, sauf que moi je le fais professionnellement pour tout simplement permettre à ce village d'avoir un avenir et puis aussi de pouvoir partager son histoire avec le plus grand nombre. Et ça passe par des manifestations culturelles, des expositions et plein d'événements qui sont organisés ici au Beau. Merci beaucoup Cyril. Je vous invite vous aussi à venir visiter les Beaux de Provence. Et ce qu'il faut faire, c'est arpenter ces rues qui sont sublimes, se balader dans les petites ruelles, regarder la pierre, les bâtisses et surtout, incontournable des Beaux, vous asseoir à une terrasse au soleil pour siroter un café. Merci Louisa qui va distiller ses splendeurs tout au long de l'émission. Et on a avec nous un spécialiste du genre puisque notre invité c'est Jean Bosc. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue à Enchanté. Midi en France. Alors Jean Bosc, architecte saint-rémois comme on dit. Bon, on vient de voir les prémices des Beaux de Provence avec Louisa. C'est forcément un lieu d'inspiration pour un architecte, les Beaux de Provence, quand on travaille dans la région. C'est poétique, c'est en même temps très inspirant parce qu'il y a des rochers qui sont totalement sculptés par la nature et le vent. Et c'est un lieu magique. On a le Val d'Enfer, qui est un lieu mythique de mon enfance. Vous êtes parti, vous êtes revenu, pour faire simple. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez voulu connaître le monde avec votre métier d'architecte, mais vous êtes quand même revenu ici, à Saint-Rémy, pour, voilà, faire de votre profession une profession au service aussi du lieu. Oui, j'étais monté très tôt à Paris et toujours avec en tête de revenir travailler avec mon père, qui a démarré ici quand il n'y avait vraiment pas grand-chose, à part des beaux cailloux et des belles maisons qu'il fallait pas mal. restaurer. Et j'avais vraiment envie de pouvoir conjuguer ce que j'ai appris à Paris, le contemporain, et l'art traditionnel vernaculaire du mas provençal, et pourquoi pas faire d'autres choses. C'est-à-dire que ça ressemble à un mas de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous restructurez. Totalement. Parce que les masses, à la base, sont souvent assez bas de plafond. Et puis des petites pièces, Voilà. comme toutes ces maisons anciennes. Ouais. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à des nouveaux usages, des nouvelles formes de vivre ensemble à famille, ou même ça peut être des maisons secondaires de vacances, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à moduler et à transformer. Et en plus, vous avez participé récemment, ici même, à la réalisation d'un hôtel Concept Store. Vous en dites un mot? Oui, c'est un lieu mythique pour les Saint-Rémois. C'est un lieu chargé de mystères, en fait, et de plein d'histoires un peu sourdes, de propriétaires, de grandes familles de Saint-Rémy. Et donc cette maison, c'est une belle maison de maître, on va dire, comme un hôtel particulier, avec une façade un peu 18e. Et on l'a repensé totalement pour en faire on va dire un concept store. Il y a des corners. C'est beaucoup autour de la gastronomie, mais très populaire. On peut presque parler d'une nouvelle forme de cantine populaire. Ben, vous restez avec nous. On va passer à la recette de Glenn Viel. Alors, Glenn, comment est-ce qu'on démarre notre laitue sous pression? On va préparer tous les condiments. Donc c'est une recette qui est intéressante parce Je vous regarde faire. c'est 100% végétal. On va commencer par le citron confit. Exactement. Donc Confit au sel, hein. sel sucre. Les Sel deux. sucre. On va venir D'accord. casser aussi un peu l'amertume. Ok. Donc on va faire une petite julienne assez fine, voilà. Simplement. Ah oui, là, il vaut mieux. Donc ça c'est des citrons qui sont restés 3 mois dans la marinade. Hein. Ah, quand même. Ouais, c'est bien de les faire un petit peu à l'avance. Donc ensuite, nous allons faire le fenouil. Donc petite mandoline, faites attention bien sûr. Donc Eh on oui, bien sûr. va couper assez finement. Voilà, Alors, vous on voyez. prend le bulbe de fenouil entier et on comme ça, l'émasse. Voilà. Voilà, ok. Hop, vous voyez, on garde Ok. les petits trucs là, les petites qu'on met de côté. Voilà, je vais pas en tailler plus parce qu'on en a fait un petit peu. D'avance. D'avance. C'est Voilà. Voilà. Ici, on va effeuiller. du beau basilic. Exactement. Donc voilà, des grosses feuilles pour venir intercaler entre les feuilles de la laitue. Donc on met de côté. D'accord. Voilà. Et ici, les tomates parce que c'est la pleine saison. Donc voilà, des tomates confites que on fait sécher nous au soleil. Donc pas trop. Elle Pas reste trop, un peu moelleuse. c'est-à-dire, voilà, elle reste moelleuse et elle colle pas à la dent. Donc voilà, là on va juste l'aplatir pour faciliter. Voilà. Voilà, vous voyez, on a quelque chose d'assez fin. Vous voyez. Effectivement, une Voilà. langue Voilà, langue comme de ça. tomate. Donc c'est une recette assez simple. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a juste une réflexion. La D'accord. technique, c'est pas forcément important, mais avoir une réflexion, je trouve que ça l'est plus. Sur ce qu'on mange. Absolument. Et c'est moderne.
Voilà. Mes amis, nous allons retrouver Hélène Gâteau, qui est aujourd'hui notre Dame Nature. Elle se trouve pas très loin d'ici, à Égalières, pour nous faire découvrir un somptueux jardin, Hélène. Oui Vincent, je suis dans un jardin qui est somptueux. Je dirais qu'il est hors du commun, mais aussi un petit peu hors du temps. Il faut savoir que ce jardin de 3 hectares, c'était auparavant des terres agricoles. Mais pour mieux comprendre son histoire, je retrouve Marie, qui est la fondatrice du lieu. Venez jusqu'à moi, Marie. Quelle a été votre démarche? On est parti de où ici? C'était des anciennes terres agricoles abandonnées au niveau agricole, que depuis 2012, on a décidé de remettre en culture. C'était des terres qui appartenaient à votre famille et vous connaissiez un peu l'histoire de ces terres. Tout à fait, j'avais la certitude qu'il n'y avait aucun produit chimique qui avait été répandu ici depuis plus de 40 ans, qu'il y avait de l'eau et qu'il y avait une très bonne qualité de sol. Oui. Donc vous avez finalement créé un écosystème extrêmement riche ici, avec l'aide d'une association. Beaucoup de bénévoles ont travaillé sur ce projet. Oui, tout à fait, on voulait faire des jardins qui soient à la fois esthétiques, pédagogiques et productifs, et on a été très très nombreux à mettre en place, à implanter les différentes zones du jardin. Et ce sont des jardins que vous ouvrez au public. Qu'est-ce que vous proposez justement aux visiteurs? Alors on propose tout un tas de choses, donc c'est les sentiers de l'abondance parce qu'il y a plein de petits sentiers qui permettent de circuler à travers le domaine, de voir toutes les plantes, de les découvrir, de les sentir, de les toucher, de les goûter. Oui. Et puis on a toute une série d'ateliers pédagogiques et on s'ouvre aussi aux scolaires. Et alors il y a un endroit un peu particulier ici, c'est l'oseraie de l'osier. Qu'est-ce que vous voulez en faire en fait? Alors on cultive l'osier puisque l'osier a toujours accompagné l'agriculture pour la fabrication des paniers notamment. Surtout ici en Provence. Surtout ici en Provence. Et nous on propose des ateliers de vannerie et aussi de vannerie de jardin. Donc en fait on tresse de l'osier vivant à l'intérieur de jardin pour construire des cabanes vivantes. Ça donne vraiment envie de se perdre ici, d'autant qu'on est emmené par toutes les odeurs que l'on sent. C'est dommage que vous ne puissiez pas les sentir. On se retrouve tout de suite d'ailleurs pour savoir ce qu'on fait de toutes ces plantes. À tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. Jean Bosque, notre architecte saint-rémois, il a forcément un regard sur les jardins particuliers, parce que ici on ne peut pas penser pierre et bâtisse sans penser végétal et jardin. C'est l'écrin d'une maison. C'est vraiment, d'ailleurs c'est assez rageant parce que nous on va avoir 1 an et demi de travaux, dans beaucoup de labeur, de poussière, etc. Puis le jardin s'installe en même pas 1 mois et demi. Alors, on va retourner à la cuisine, puisqu'on est dans le végétal, on est au jardin et on a une belle laitue là que Glenn Biel nous prépare. Exactement. Donc, deuxième étape, on va dégrossir la laitue. Ouais. On va Retirer ce qui est trop vert foncé. pour garder que le cœur. D'accord. Mais ça, on le bazarde pas, chef. Hein. Alors non, ça va nous servir pour la 3e étape pour faire la crème. D'accord. Et ce qu'on a en plus, nous, dans le restaurant dans lequel je travaille, c'est on a les cochons. Donc voilà, on essaie de rien jeter maintenant. Je pense que ça devient une évidence et on a tous un effort collectif à faire. Voilà. Donc voilà, on a le cœur de laitue. Et là, on va venir intercaler ce qu'on a préparé tout à l'heure. Donc la tomate confite. Voilà, on pousse pour Exactement. que ça aille vraiment à la naissance des feuilles. Exactement. Voilà, là on va passer au fenouil. Oui, c'est assez rapide à faire quand même, quand tout est bien préparé. Donc voilà, on a fait le travail. On va encore une. Voilà. Et la vous feuille de voyez. basilic, ça a son importance. Exactement. Donc Alors, là, on a bien farci, en quelque sorte, Exactement. notre cœur de laitue. petit coup de moulin à Un poivre. petit coup de poivre, c'est toujours Voilà. bien. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Et là, on va serrer la laitue. Voilà. Donc, papier film. On vient mettre la laitue On la roule. et on la serre. Et plus on tourne, Plus on serre. et plus on serre. Ça va faire un rouleau de printemps. Voilà, pratiquement. voilà, presque. Un fuseau, en tout cas. Voilà. Là. Et on va la laisser un peu tirer comme ça pendant une nuit, c'est bien. Ah bon? Ouais. Et à température ambiante ou Au frigo. Ah, Au quand frigo. même, quand même. Voilà. Au frais. Exactement. Merci, Glenn. Je t'en prie. Et on va retrouver notre laitue dans quelques minutes, puisqu'on en a préparé à l'avance, vous vous doutez bien. En attendant, on va se balader, Frédéric, si tu le veux bien, du côté du château de la Barbenne. Oui, on va rester justement dans les beaux paysages et les beaux édifices qu'affectionne Jean, puisque c'est un superbe château médiéval que je vous propose de découvrir, fortifié, construit au XIe. C'est un des plus beaux châteaux de la région ici. Et il fut la propriété du bon roi René au XVe siècle et ensuite des marquis de Forbin pendant 5 siècles. Alors, on est dans un environnement
verdoyant. C'est avant tout un château fort conçu pour la défense avec les tours crénelées, les machicoulis, les tourelles, les créneaux, les meurtrières, les terrasses suspendues. Allez-y, c'est une très très belle découverte. Alors Jean Bosc, j'imagine, lorsqu'on est architecte saint-rémois, lorsqu'on est passionné de Provence, des mâts provençaux et de l'architecture traditionnelle, on ne peut pas faire l'impasse sur les édifices médiévaux. Et les châteaux, vous les connaissez forcément avec un autre regard que le nôtre. Pour tout vous avouer, le château de la Barbenne, je le connais très bien, mais c'est plus un souvenir d'enfance. Vous m'avez donné envie d'aller le voir. Y retourner. Ouais. Bien joué, Fred. Vraiment. Parce que moi, j'y allais parce qu'il y a un parc zoologique à côté. Absolument. Et voilà, c'était la sortie, c'est à une demi-heure. Donc on voyait ce grand château et puis il y avait des girafes et des éléphants. Mes amis, on va retrouver Louisa Hoult qui est à quelques kilomètres d'ici au Baux-de-Provence dans un lieu de culture mais aussi de divertissement, Louisa. Vincent, je suis dans un lieu exceptionnel, au cœur des carrières des Baux-de-Provence. Alors vous vous demandez peut-être ce que je fabrique avec ma lumière. Je fais en sorte que vous puissiez me voir, car ici, c'est une véritable invitation au voyage. C'est un lieu onirique, un lieu de magie, et je vais retrouver Étienne pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Étienne. Bonjour Louisa. Je suis votre lumière aujourd'hui. En effet. Alors dites-moi Étienne, on est où ici? Vous êtes aux Carrières de Lumière. Alors qu'est-ce que c'est les carrières de lumière? Les Carrières, c'est donc un site naturel classé qui a été aménagé pour en faire un lieu d'exposition immersive. Alors qu'est-ce que ça veut dire un lieu d'exposition immersive? Vous avez ici donc des projections qui sont présentées au public, dans lesquelles notre but est d'immerger le visiteur à travers à la fois des effets visuels d'animation d'œuvres d'art qui sont même parfois en mouvement, mais également avec l'émotion créée par la musique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des toiles de grands maîtres, des grandes musiques, tout ça mis en forme dans une espèce de chorégraphie qui nous fait vivre à l'intérieur de l'œuvre. La surface d'exposition est exceptionnelle, elle est unique au monde. Oui, tout à fait. Nous avons des surfaces d'environ 7000 m² de projection. Quand vous comptez les parois, les plafonds et les murs, vous avez à peu près 7000 m² de surface de projection, ce qui est énorme. Il y a aussi un dispositif qui est quand même assez bien rodé. Oui, alors techniquement, nous sommes un petit peu à la pointe. Nous avons des moyens techniques très modernes. Donc il faut compter une centaine de vidéoprojecteurs ici de haute définition, alliés avec des enceintes aussi pour un son spatialisé. Donc nous avons une trentaine d'enceintes, de manière à diffuser un son de qualité. Symboliquement, c'est pas non plus anodin de projeter ici parce qu'on est dans un lieu historique. Et oui, c'est ce qui fait la magie un petit peu des carrières. Quand vous rentrez dans ce lieu, le spectateur est avant tout immergé dans l'histoire, avant d'être immergé dans l'art. Pourquoi je dis ça? Parce que ces carrières, elles ont une ancienneté, elles ont une vie. Et il faut imaginer que quand vous touchez un des murs ou une paroi de la carrière, vous fréquentez des pierres qui ont pas loin de 10 millions d'années. Alors à travers l'histoire, tous les villages de la région ont été construits grâce aux pierres de ces carrières. Et puis aujourd'hui, ces carrières nous invitent à rêver quelque part. Oui, c'est tout le challenge. Nous essayons de faire en sorte que les gens, quand ils viennent ici, ils ressortent avec un effet waouh. Le but étant de créer de l'émotion. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que c'est waouh. Regardez un petit peu autour de vous. Je pense que le mieux, c'est encore qu'on éteigne la lumière. Merci beaucoup, Louisa. Jean, l'endroit où est Louisa, là, vous le connaissez bien, vous en êtes l'architecte. Par cœur. Par cœur. Je l'ai dessiné avant de le voir. Hélas non, parce que c'est une ancienne carrière, bien sûr. Mais oui, je connais chaque recoin et j'ai beaucoup travaillé dessus. C'était l'un de mes premiers projets d'ailleurs. C'était quoi l'idée que vous avez eue quand vous avez eu ces carrières et qu'on vous a proposé ce projet? Pouvoir les faire partager à tout le monde et de les magnifier. Donc voilà, moi c'est très humblement que j'ai pu faire une entrée, accompagner les visiteurs, voir tout ce qui était sortie de secours, incendie, etc. Et puis essayer de magnifier le lieu, quoi. Glenn, on va faire la crème de laitue qui accompagne cette laitue confite. Dernière étape. Donc là, on va couper la Granny Smith. Voilà, on va la couper grossièrement parce que l'idée, c'est de faire un crémeux. Ce crémeux, c'est tout simplement pour remplacer la vinaigrette, sauf qu'elle va venir sur la laitue plus facilement. Une vinaigrette, c'est quelque chose d'assez lisse, assez liquide, exactement. Alors que là, on aura quelque chose d'onctueux, donc qui va venir napper plus facilement. Donc on aura quelque chose de très gourmand, malgré que ce soit une laitue. Ça veut dire qu'on va la mixer, la pomme? On va la mixer, exactement. D'accord. Donc les feuilles de tout à l'heure, tétragone, enfin c'est une variété d'épinards. Absolument. C'est pas un bébé épinard, c'est une variété aussi proprement dit. De la roquette. Voilà. Ah ouais, ça c'est pour muscler un peu le goût. Exactement. Un petit peu de poivron confit, donc on a brûlé et qu'on a confit. Ensuite, l'huile d'olive. Évidemment.
On va mixer l'ensemble jusqu'à obtenir une petite crème homogène et très lisse. Voilà. Après, rectifiez bien sûr l'assaisonnement, vous goûtez. C'est celle-là la crème? Exactement. Regardez comme c'est beau. Ça donne même envie d'y tremper des petites crudités à l'intérieur, hein, comme un dip. Ouais. Hein? On va voir ça dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va repartir en promenade avec un Provençal, avec Frédéric Soulier, du côté de Vernègre. Oui, on a beaucoup parlé dans cette émission du patrimoine bâti, actuel ou antique. Là, je vous parle du patrimoine bâti, mais détruit. On va partir à Vernègre. Alors pourquoi? L'histoire de Vernègre commence au 7e siècle, mais c'est surtout le tremblement de terre du 11 juin 1909 qui a marqué l'histoire. Un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter se produit en Basse-Provence et a entièrement détruit le village de Vernègre. Il a aussi fortement endommagé Rognes, Saint-Canal, Ambesque, le Puy-Saint-Réparat, Venelle et touché Salon de Provence, Mauriès, Avignon et Pertuis. À ce jour, c'est le tremblement de terre de magnitude le plus élevé enregistré en France métropolitaine. Et il a été ressenti dans tout le sud de la France. Le bilan est dramatique. 46 morts, 250 blessés, 3000 constructions détruites. Et on a dû entièrement reconstruire ce village de Vernègre 90 mètres plus bas. Ouais, la nature est dure ici, hein. Question inondation, question tremblement de terre. C'est vrai violent. qu'elle a payé un lourd tribut. Oui, la le vent est violent, le Mistral est terrible, le soleil peut être terrible, la pluie, les inondations, les orages peuvent être terribles et le tremblement de terre, on espère qu'il n'y Mais en le aura pas reste d'autres. du temps, c'est dans la Mais le douceur. reste, c'est le bonheur. Ah, C'est dans évidemment, la la douceur, le bonheur. Et on va retrouver Hélène Gâteau, notre dame nature. J'ai dire notre naturopathe aujourd'hui, puisqu'elle est dans un jardin d'Éden du côté des Gallias. Elle nous parle de plantes aromatiques et médicinales. Oui Vincent, alors je vous rappelle que nous sommes ici dans un jardin esthétique, ça il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir, un jardin pédagogique avec les nombreux ateliers organisés ici et un jardin productif. Alors justement, eh bien, je vais ramener cette petite cueillette de fleurs de soucis à Marie, qu'allez-vous en faire? Alors, les fleurs de soucis sont également connues sous le nom botanique de calendula. Oui. Donc c'est une plante aux vertus adoucissantes. Donc nous allons les préparer en macération huileuse. Donc on va tout simplement prendre les fleurs fraîches qu'on vient de ramasser, les mettre dans un grand bocal en verre et une fois qu'on les aura toutes mises, on va les recouvrir d'huile. Alors c'est le deuxième stade qui est présent juste ici. Là c'est une autre plante qu'il y a dans cette bonbonne. Qu'y a-t-il? Alors ça, c'est de l'Achillée millefeuille. Donc l'Achillée millefeuille, c'est une plante qui a des vertus hémostatiques, donc qui permet d'interrompre les saignements quand on se fait une coupure notamment. Et c'est une plante que nous on cultive, mais qui est également présente comme une plante sauvage dans le parc des Alpilles. Et ça va rester combien de temps dans la bonbonne? Alors dans la bonbonne, la macération solaire, le principe c'est 28 jours, qui va permettre à l'huile de capter en fait toutes les propriétés de la plante. On passe alors à la troisième étape, qui est cette bonbonne ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces deux-là? Alors, celle-là, on remarque qu'elle est rouge. Oui. Ce n'est pas la même plante qui était en macération. Ça, c'est le millepertuis, qui est aussi une plante sauvage et que nous cultivons. Oui. Et simplement, on l'a laissé le temps imparti et on l'a filtré. Et ensuite, ça, c'est le produit fini, vraiment avec toutes les vertus, toutes les propriétés médicinales. Tout à fait. L'huile rouge, c'est connu depuis l'Antiquité, je crois. C'est une huile magique contre les brûlures. Oui. Eh bien, c'est vraiment un condensé ici des saveurs, des essences que l'on peut voir dans les Alpilles et une visite qui vaut vraiment le détour ici à Égalières. Merci Hélène, une belle plante dans son jardin, c'est Hélène également. Et on reste très végétal puisqu'on retrouve Glenn Viel, notre chef, qui nous a fait, je le rappelle, une sorte de laitue sous pression. On peut dire une laitue confite à froid. Ouais, Vendu. Allez, vendu. Allez, je prends. Voilà, cette laitue qu'on a confite pendant une nuit à peu près. C'est ça, avec, exactement. alors c'est Jean qui goûte, hein, Jean Bosque, notre invité, qui est architecte. Essayez de ne pas déstructurer, parce qu'il y a un IPN qui va au milieu pour le porte-à-faux de la laitue. Voilà, on vous laisse goûter. Frédéric Soulier a pris votre micro. Je crois que, il y a des fidèles qui sont là, qui attendent aussi l'œil sur la laitue. Les Saint-Rémoises sont venus. elles sont. C'est vrai qu'on a hâte de découvrir la texture. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de cuisson. Non, c'est ça l'intérêt de ce plat aussi. Voilà, c'est trouver beaucoup de jus aussi. C'est pas quelque chose qui est sec, c'est pas quelque chose qui est. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est très étonnant. C'est très bon et en même temps, c'est très rassurant. Ah, pourquoi c'est rassurant? On est dans une zone de confort gustatif? Moi, c'est ça que j'aime avec la cuisine de Glenn, c'est qu'on est sur du très contemporain, mais on reconnaît chaque goût. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'esbrouf. On triche pas. On reconnaît le produit à chaque fois. Merci Jean Bosse de nous avoir Merci à accompagnés dans cette émission, de nous avoir un peu expliqué
votre façon de faire, votre méthode pour faire de l'ancien du neuf ou faire du neuf de l'ancien. Hein, ça va souvent ensemble. Merci Fred d'avoir tenu le micro brillamment et de nous avoir félicité à jouer. Merci chef pour cette belle recette. Allez, j'en passe une à Frédéric Soulier parce que c'est un gourmand. Ça se voit pas, mais je peux vous l'assurer. Et je vais goûter également. Les amis, sous un ciel un petit peu chatouilleux ce matin à Saint-Rémy-de-Provence, on va faire un déjeuner bien végétal, mais qui va nous nourrir quand même. Faites-en de même chez vous, au moins une fois par semaine. Mangez du végétal au lieu d'avoir toujours de la chair animale. On peut le faire aussi et il n'y a pas de risque. Bonne journée à vous.